Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le podcast qu'on peut écouter sur à peu près toutes les applications. On vous souhaite la bienvenue. On a un sujet, je pense, très important aujourd'hui. Mon invité détient un doctorat en médecine, une maîtrise en santé publique ainsi qu'une spécialisation en médecine communautaire de l'Université de Montréal. Elle est professeure-chercheur à la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, docteur Mélissa Généreux, comment ça va? Ça va très bien, vous? Content de vous parler, absolument. Je sais qu'on a un gros sujet. J'espère qu'on va faire ça en dedans de 3 heures, sinon je vais manquer un rendez-vous. Écoutez, Mélissa, on a un sujet actuel hautement d'intérêt. De plus en plus, on se préoccupe des effets de la surexposition aux écrans électroniques sur la santé, tant physique que mentale, des jeunes. Est-ce que vous avez les mêmes préoccupations, je présume? Oui, définitivement. Puis je dois quand même dire que c'est quelque chose pour moi qui a été évolutif. Tu sais, je suis pas anti-technologie. C'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps. Puis le point de départ, c'était vraiment dans les dernières années, même avant la pandémie, on constatait qu'il y avait une dégradation de la santé mentale chez les jeunes. Puis c'est à force de se creuser les méninges, de voir à travers différents travaux, de parler aux jeunes, puis aux parents, aux profs et tout ça, que tranquillement, la piste de la surexposition aux écrans est ressortie comme étant peut-être prédominante par rapport aux autres pistes pouvant expliquer pourquoi la santé mentale des jeunes est plus difficile ou plus problématique que par les temps qui courent. Dans le fond, on savait qu'il y avait beaucoup d'avancées, la technologie va vite, la science se développe rapidement, mais c'est comme si on n'avait pas mesuré tant que ça les effets. Puis là, on commençait justement par des scientifiques, par des méthodes qui ont été mises en place, à voir les effets. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. D'ailleurs, on va partir d'un réputé psychologue social américain, Jonathan Haidt, qui a publié un ouvrage qui fait référence présentement, considéré comme une bombe, tant son effet littéraire est complet et éclairant. Il s'attarde à la génération Z particulièrement, qui dit être soufflée par 2 courants majeurs. Premièrement, les nouvelles technologies et leurs effets sur les enfants qu'on a laissés dans le monde virtuel sans trop de protection, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la tendance à surprotéger les enfants dans un monde réel et à restreindre donc l'acceptation ou encore la progression de leur autonomie, ce qui a des conséquences désastreuses selon lui également. Vos premières impressions sur ces premiers constats de M. Haidt? Bien, premièrement, je tiens à dire pour ceux qui n'ont pas encore lu le texte, on peut au moins avoir un abrégé assez facilement trouvable en ligne. Là. C'est vrai. C'est une belle lecture. Moi, je la donne à lire à tous mes étudiants en médecine depuis que je l'ai lu je trouve que ça nous amène à justement avoir un regard chronologique qui remonte à beaucoup plus que la pandémie. Là. On dirait que pendant quelques années, on s'est mis à parler de la santé mentale davantage pendant la pandémie et puis à s'y intéresser. Oui. Et on est un peu tous tombés dans le piège de c'est de la faute à la pandémie. Oui, et je pense ça avait le dos large, c'est ce qu'on a dit. Oui, à peu près pour tout, c'était la pandémie. Oui. Mais en voyant que finalement, on est quand même à 2 ans plus tard, voir que les enjeux demeurent quand même assez présents et finalement, dire à bien y penser, il y avait une courbe, une tendance qui était déjà inquiétante. Donc, ce professeur-là, ou je pense que c'est un psychologue social, là, fait vraiment une belle analyse des différentes composantes sociales. Et moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. C'est comme si d'un côté, on a pas assez protégé nos jeunes, nos enfants aussi, là, ça part en jeune âge et nos jeunes face à toute la réalité du numérique, mais qu'on les a surprotégés face à la réalité du réel. Tu sais, il y a comme un paradoxe là, un peu et moi souvent comment je vais l'expliquer, c'est que on s'est déconnecté de la nature du monde réel tranquillement, insidieusement pour se connecté ou hyper connecté au numérique et la nature humaine, elle n'est pas faite comme ça. L'humain est fait pour on est des bêtes sociales, dans le fond. Social et vivre dans une nature, vivre dans un espace réel, naturel. Tu sais, les films un peu apocalyptiques vont souvent montrer un futur où on vit seulement dans un monde virtuel, puis que finalement le monde est... Mais c'est apocalyptique parce que ça fait peur, parce qu'on n'est pas... On n'est pas né, on n'est pas fait pour être comme ça, les humains. Donc, je trouve vraiment que sa vision longitudinale de la chose éclaire beaucoup. Souvent, quand on parle aux parents, des gens qu'on côtoie, on se rend compte que, bon, il y a des raisons, puis on a plein d'explications comme parents. On a souvent les 2 travaillent, on veut joindre les 2 bouts, ça coûte très cher. Il y a plein, tu sais, dans le fond, il y a des explications, il y en a en masse. Mais ce qui est le fun dans l'étude, ce qui est le fun, d'une certaine façon, ce qui est intéressant, je pense que c'est plus à propos, c'est des conséquences. Il y a des conséquences, puis on en
en apprend aujourd'hui. M. Haidt parle de problèmes de santé mentale, de forte hausse d'anxiété, de dépression, d'automutilation, de suicide, de manière plus nette et plus marquée, entre autres chez les filles. Donc, premier point, il y a des problèmes de comportement chez les filles. Et ensuite, il décrit parmi les effets le manque de sommeil, la privation de relations sociales, la fragmentation de l'attention et de la dépendance. Si on est honnête, puis je pense qu'on va l'être particulièrement dans le balado, c'est des choses qu'on voit. Ça ne veut pas dire que tous sont atteints de la même façon, c'est évident. Mais il y a beaucoup de ces éléments-là qui font partie de la vie qui commencent à arriver comme étant des problématiques auxquelles il faut probablement s'attaquer. Ah, définitivement. Puis, je trouve ça intéressant qu'on prenne la peine quand même de regarder les différences selon le genre. Mais récemment, je commençais à éprouver de plus en plus un malaise parce qu'effectivement, lorsqu'on questionne, moi, j'ai fait plein d'enquêtes, d'études chez les jeunes de 12-25 ans, des fois chez les plus jeunes. Et systématiquement, nos jeunes filles vont moins bien en termes de symptômes rapportés d'anxiété, de dépression. Puis quand on regarde les diagnostics médicaux posés, les visites aux urgences pour idées suicidaires, c'est toujours systématiquement un portrait plus sombre chez les jeunes filles et un portrait qui s'est dégradé plus rapidement chez les jeunes filles. Mais j'ai commencé à avoir un peu un malaise en me disant, est-ce que, comment je peux dire, si la cause, elle est plus sociale, sociétale, puis c'est selon un peu l'analyse de Jonathan Haidt, pourquoi les filles sont-elles réellement plus touchées que les garçons ou les garçons, ça va s'exprimer? Ben moi, je pense que c'est différent. Je vais vous avouer que... En parle moins, mettons. On pourrait dire en parle moins. Naturellement, mettons. Ben c'est ça. Les garçons vont être moins dans l'expression de l'émotion, en moyenne, évidemment. Là, chaque personne est unique, mais c'est un phénomène qu'on voit. Par contre, je viens de mener une enquête j'ai plutôt questionné les parents cette fois-ci. Donc, en janvier 2024, j'ai questionné 14 000 parents au Québec. Mais en fait, c'était un sondage ouvert. J'ai dit, dans l'univers des réseaux sociaux puis des différents contacts que j'avais, voulez-vous répondre au sondage? Il y a 14 000 parents qui ont répondu. Quand même, c'est bon. C'est un résultat en soi. Et là, c'était des parents d'enfants au primaire et secondaire qui pouvaient s'exprimer. Et ce qu'on constate, c'est que on n'avait pas si bien mis en lumière auparavant, du moins de façon quantifiée, c'est qu'au primaire, les parents sont plus nombreux, les parents de garçons, à nommer que la qualité de vie du garçon en termes de niveau d'énergie, de relations sociales, de loisirs, de passe-temps, tout ça, ou de capacité justement d'attention, concentration à l'école. Les différents volets, là, tout ça semblait coter plus négativement chez les garçons primaires que chez les filles. Et chez les filles, c'est vraiment au niveau d'à peu près de l'âge de la puberté, là, rendu au secondaire 2, 3, qu'on voit que là, les jeunes filles, selon toujours le point de vue des parents, sont plus nombreuses à avoir une qualité de vie de moins grande qualité, de moins bon niveau. Donc ça, c'est intéressant. Tu sais, je pense qu'on a juste peut-être moins mis en lumière que chez les jeunes garçons. C'est peut-être pas à travers l'anxiété et la dépression que ça va se manifester le plus sévèrement, mais des jeunes garçons qui ont des difficultés d'apprentissage, qui se retrouvent pas dans le système scolaire, qui peuvent aussi être rivés beaucoup devant les écrans, qui ont moins d'habileté sociale, qui, somme toute, n'ont pas une si bonne qualité de vie. Je pense qu'il faut quand même le nommer. C'est juste que ça, comme je dis, se manifeste peut-être moins dans l'expression des émotions comme on voit plus chez les jeunes filles. Puis est-ce que c'est bien en soi? Je suis pas certaine. Là, non, est-ce que les parents se sentent interpellés, responsables d'une certaine façon d'avoir pas fermé les yeux, mais moins mis d'attention sur l'utilisation que leurs enfants font des technologies, tout ça. Je me demandais parce que il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que si on revient à la base, back to basic, comme on dit en bon français, on se dit qu'une bonne partie de l'éducation, ça se fait très tôt, ça se fait à la maison, ça se fait par les parents. Puis on n'a pas toujours osé en parler, mais il me semble que ça demeure une variable qui est, même dans les commentaires de M. Haidt, dans son étude, il dit que dans le fond, les modes de vie sains, c'est pas nécessairement ce que la génération Z fait. Plus sédentaire, plus solitaire, plus virtuel, ça amène des problématiques. Mais est-ce que les parents se sentent interpellés de ce que vous savez, de ce que vous... Oui, oui, dans les 14 000 parents, on leur a demandé une série de préoccupations. Tu sais, on était au sortir de la grève, donc moi, j'étais intéressée de voir, on a beaucoup parlé de la pandémie, mais il y a d'autres crises sociales, d'autres événements qui posent l'adversité pour nos familles. Donc, au sortir de la grève, qu'est-ce qui vous préoccupe là, en janvier 2024? Puis, il y avait panoplie de types de préoccupations liées à la réussite éducative, à l'argent, à la santé psychologique de leurs jeunes. Puis ce qui est ressorti comme étant la préoccupation numéro 1, c'était le temps d'écran. Donc, les parents, écoute, c'était fascinant. Autant les parents d'enfants au primaire que secondaire, autant pour les garçons que pour les filles, c'était le temps d'écran qui ressortait
numéro 1 partout. Donc ça, j'ai trouvé que c'était immensément parlant. Ça parle beaucoup, oui. Oui. Ben, en fait, souvent, si j'essaie de valider un peu avec des échanges, des entretiens sur le terrain, les gens nous disent la pandémie, a vraiment pas aidé. On a comme accéléré le rapport au numérique parce que c'était notre façon de socialiser, de continuer à s'éduquer, etc. On demandait aux gens volontairement de garder une distance sociale, puis on pensait peut-être que ça reviendrait, cette habitude-là numérique se briserait un peu, puis qu'on reviendrait aux approches plus traditionnelles sociales, mais pas tant que ça. C'est comme si nos jeunes sont devenus un peu habitués à cette modalité-là de relation, puis de passer du temps de loisir, et même de se faire des chums blondes, des amis, oui. Ça devient leur modalité principale. Et là, tu rajoutes une grève qui a pu durer quand même plusieurs semaines où c'est encore ce qui s'est passé. Les jeunes se sont dit, là, je n'ai pas d'école, j'ai du temps, donc plus de temps en ligne. Donc, on dirait qu'à chaque coup dur au niveau sociétal, tout est là pour ramener les jeunes à être encore plus exposés à leur écran. C'est comme si on ne recule pas, on fait juste se détériorer. Ben, là, c'est mon interprétation, non, mais ça me préoccupe. Comme parent, moi, de 3 enfants, des fois, je me rends compte, ça va paraître banal ce que je dis, mais je pense que les gens vont se retrouver dans ce que je vais dire. Et ça nous arrive des fois à un repas où ça fait longtemps qu'on s'est vu, j'ai des enfants de 30, 32, puis 21. Fait qu'on se dit, on se voit, puis là, on fait une demande qui peut paraître un peu bise, mais on dit là, on ferme notre... On peut-tu se parler pendant une demi-heure? Puis sincèrement, c'est difficile. On se rend compte que c'est difficile. Il y en a toujours un qui regarde sur le bord de sa chaise. Puis on se rend compte qu'il y a une addiction que l'on voit, que l'on sent, que l'on comprend, mais qui nous embête. Puis d'autre part, quand tu parles à des parents, on se dit, si on est honnête, quand nos enfants étaient jeunes puis qu'on les parquait devant le Roi Lion, ça faisait bien aussi. Après une journée où on est brûlé. Tu sais, on se sent pas désemparé, mais pas loin. Parce que là, on se rend compte qu'il y a vraiment une addiction. Il y a des parents qui m'ont dit qu'ils ont vu des crises qu'ils ne pouvaient pas imaginer leur enfant ado. Quand tu aurais dit, là, c'est assez, il y a trop de cellulaires, puis je t'enlève ton cellulaire, puis quand tu as une crise, là, je quitte la maison, j'ai plus de mère. Mais il y a vraiment quelque chose d'explosif. Là, on se dit, OK, il y a quelque chose, là. Oui, puis, tu sais, dans le fond, les jeunes, en moyenne, c'est très, très dépendant. Puis là, c'est souvent les questions qu'on pose dans nos sondages, c'est souvent le temps en dehors de ce qui est lié aux travaux, aux devoirs ou l'écran à l'école. Okay, loisir plutôt. Et là, on est dans à peu près un jeune sur 5 qui va être à au moins 4 heures par jour ou plus, autant la semaine que la fin de semaine. C'est beaucoup. Puis là, à ça s'ajoutent toutes les heures, comme je dis, qui sont plus liées aux travaux, toute l'exposition aux écrans dans les écoles. Ça fait beaucoup de temps. Pendant que tu passes ton 4, 5, 6 heures, ben c'est 4, 5, 6 heures que tu n'as pas appris à développer d'autres choses. Puis là, je fais le lien direct avec le texte de Jonathan Haig parce que, dans le fond, avant, oui, on avait le Roi Lion, on avait des émissions, mais tu sais, il y avait quand même, ça passait à la télé à une certaine heure où on devait avoir le VHS ou après ça, le DVD, mais à un moment donné, tu sais, la diversité d'exposition, on faisait un tour. Là, il y avait un genre de contrôle plus simple quand même, là. Et, ben, c'était beaucoup plus fréquent de se faire dire « Allez jouer dehors, là. » Ben oui, mais on ne sait pas quoi faire. Moi aussi, je le disais quand j'étais jeune. Puis, vous trouverez de quoi faire. Mais tu sais, rapidement, ben il y avait d'autres jeunes qui ne savaient pas quoi faire. Puis ensemble, une couple de jeunes qui ne savent pas quoi faire, ça se trouve des affaires à faire. Puis même tout seul, ben on partait explorer dans nos parents nous laissaient aller au parc. Là. Moi, je me rappelle que finalement... Sans être là surtout, Mélissa. Sans être là surtout. Ben oui, on partait au parc, on partait à l'aventure, on faisait des niaiseries. Il y a du monde qui mettait le feu dans des petits bois, des petits paquets des niaiseries. J'en ai fait des niaiseries quand j'étais jeune, on en a toutes faites. Et dans le fond, le sens de l'exploration, de la créativité, de dire j'ai du temps libre, donc c'est bien de s'ennuyer. S'ennuyer nous amène à dire comment je peux me désennuyer, comment je peux m'occuper avec ce que j'ai naturellement autour de moi. Là. Pas j'ai un nouveau projet, je vais aller sur Amazon et je vais faire... Non. Trouve-toi quelque chose à faire qui ne nécessite pas rien de nouveau, qui exploite ce que l'environnement autour de chez toi a à t'offrir, exploite les gens de ton quartier. Pas exploite, mais exploite ce que l'environnement social. Fait que crée des liens, ça peut être futile, court terme, des gens que tu connais pas. On va jouer naturellement au basket dans le cours d'école, même si je te connais pas, puis après ça, on ne se reverra peut-être plus jamais, mais on a passé un bon moment. Donc ce réflexe-là, il est beaucoup moins aiguisé maintenant parce que veux pas, si tu passes 4-5 heures devant un écran, tu n'as pas développé cette
aisance-là à aller voir la personne que tu connais pas au parc et dire « Hey, on joue-tu ensemble? J'ai un ballon. » Ben oui, on joue ensemble. « Hey, on va-tu se promener dans le bois puis jouer à la cachette? » Ben oui, on va le faire. Donc, tout était vraiment très, très lié puis interdépendant. Là. Mais on le sait parce qu'on compare. Moi, j'ai 60 ans passé, 63 ans, puis j'ai été, comme on était une famille de 8, fait que je comprends que la mère, le matin, ma mère qui était à la maison, puis elle faisait mille fonctions, elle nous envoyait dehors, puis vous viendrez pour dîner, puis après ça vous sortez dehors, vous viendrez pour souper, c'était à la base. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu dis ça aux enfants, ils sont désespérés, ils me regardent en voulant dire, tu sais, va au parc, va t'asseoir avec ton ami, puis jaser, parler de votre semaine, comment ça s'est passé, puis peut-être... Tu sais, c'est un feu roulant ce qui. Moi, je suis pas sur TikTok, mais je suis pas sur toutes ces mais dans le fond, c'est une vie par procuration. C'est un spectacle constant qui pour les yeux, pour l'excitation. Je suis pas en train de dire qu'il y a rien, mais comparé à ça, à une discussion à jouer au ballon, je le vois là qu'on fait pas. Fait que je me dis, bon, on fait des constats aujourd'hui, c'est pour ça que je veux qu'on en parle. On fait des constats, mais avant de virer le bateau de bord, là, Mais, tu sais, on parle des petits trucs, là, tu vois, moi, j'ai tellement parlé d'écran ces temps-ci, puis c'était pas tant prémédité, là, sincèrement. Comme je vous dis, à un moment donné, j'ai posé la question aux parents, ils m'ont dit c'est les écrans qui nous inquiètent. J'ai eu des... Tu sais, à un moment donné, c'était pas voulu là, de lancer ce débat-là, c'est juste que les données le disaient, puis je me suis dit, ben, écoute, si c'est ça, on va lever le drapeau. Mais tu sais, pour dire que je me dis, bon, il faut être modèle de rôle aussi chez nous. Nous, on a 5 enfants, famille recomposée. Puis j'ai réalisé que mon jeune garçon, 6e année, il faisait toujours ses devoirs en ligne en revenant de l'école. Puis je dis, pourquoi tu es toujours... Ben, c'est parce que toute notre classe, on se connecte, parce que depuis la pandémie, on a un Teams, puis après ça, on s'est fait un Snapchat, puis bon... Ben, j'ai écoute, j'ai avec qui? Ben, il dit, une telle personne, je passe plus de temps avec cette personne-là. Je dis, ben, pourquoi qu'elle vient pas faire les devoirs à la maison? Hein? Ben, je sais pas, ça se fait-tu? Je dis, ben, certain que ça se fait. Mais c'est, je dis, ben, si tu veux, je vais écrire à sa mère, puis d'après moi, elle va dire oui. Ben, puis ça s'est comme passé cette semaine. Écoute, c'était cute à voir, là. Il était tout mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on a fini nos devoirs. Je dis, ben, ils ont aimé ça? Ça a marché? Ben, certains. Ils ont sorti les jeux de Yadi. Puis après ça, ils ont fait des cubes Rubik. Puis oui, ils ont mangé des biscuits. Puis c'était bien le fun. Ils sont allés jouer dehors. Puis j'ai fait, bon, ben, hey, t'aurais pas eu cette qualité-là de relation, puis de justement un peu de se demander quoi faire, puis là, on sait pas trop, donc on se trouve des petites activités, puis c'est complètement deux mondes. Donc, je pense juste qu'on peut essayer de l'appliquer déjà par des petits gestes, puis montrer par l'expérience positive que nos jeunes, une fois qu'ils ont fait ça, ben la première chose qu'ils me dit quand la personne est partie, c'est est-ce qu'on peut répéter l'expérience? Je dis, ben oui, on va refaire ça la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça, c'est juste que ça ne vient pas dans leur réflexe naturel. C'est pas comme ça que la vie fonctionne ces temps-ci. Là. Un des éléments, je trouve, Mélissa, qui est intéressant dans les propos puis dans l'étude dont relate M. Haidt les principes de son étude, c'est le côté... dans le fond, traîner notre vie sociale 24 heures sur 24 dans nos poches. C'est comme, à la blague, quelqu'un me disait, quand j'étais jeune, mettons, quand j'avais 15-16 ans, je travaillais comme pompiste, mais je ne pouvais pas traîner ma TV en étant pompiste. Fait que finalement, je parlais au monde, puis je faisais mes affaires, puis après ça, j'écoutais. Mais aujourd'hui, dans le fond, quand on pense à ça, on traîne notre téléphone, notre photo, notre appareil photo, notre télé, tout est dans notre ordinateur. Mais ce qu'on oublie, puis c'est ça que je trouve intéressant de M. Haidt, il dit, ça chamboule tout. Ça chamboule l'amitié, on en a parlé avec votre enfant, les rencontres amoureuses, la sexualité, l'exercice, le sommeil, les études, la politique, la dynamique familiale, l'identité. Tout est touché d'une certaine façon. Fait que puis pas en 50 ans, là, dans 10-15 ans, dans le fond. Mais en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est une évolution au niveau de notre relation au monde réel versus numérique qui est vraiment rapide. Je pense que plus rapide que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Tu sais, souvent, on me demande, ben, c'est une erreur qu'on a fait de vouloir faire le virage numérique. Moi, je pense pas que c'est une erreur. Comment on aurait pu le savoir, tu sais? De vouloir rendre nos enfants plus techno, ben, sur le coup, ça paraissait logique, tu sais. On s'en va vers un monde techno-numérique, on veut qu'ils développent les compétences. Mais là, maintenant, je me dis, l'élève a dépassé le maître depuis longtemps. Là, nos enfants, à mon avis, ont pas tant besoin d'être accompagnés pour l'aisance, le technique, confort non, avec. Ben non, tu sais, fait que je veux dire, en ce moment, ils ont peut-être plus besoin d'être accompagnés sur comment, de façon réaliste, le numérique va faire partie de nos vies, probablement jusque. Je vois pas le jour où ça sera plus le cas. Là. En plus, ça s'améliore encore. Ça va encore plus vite. Fait que finalement, on peut pas penser qu'on peut stopper l'évolution. Il faut juste mieux la comprendre, probablement, c'est ce qu'on fait. Poser les questions. C'est intéressant, ça.
Oui, vraiment. Puis, on peut accompagner nos jeunes pour avoir un regard critique. Il faut pas diaboliser la chose. Ça, je pense pas. Puis de toute façon, à moins qu'on j'ai pas les mêmes ados que les autres, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, de dire à un ado, même à un adulte, tant qu'à faire, fais pas ça. Le moins possible, ça fait juste donner le goût de le faire plus. Surtout que les réseaux sociaux ont complètement compris comment développer notre dépendance, entre guillemets. C'est pas une dépendance au sens pathologique, mais le fait qu'on a constamment le goût d'y retourner. Là, les notifications, les vidéos qui partent tout seuls, tout le système de quantification. Tu sais, des fois, pour une même publication, on retourne voir pour voir comment le gagner en popularité. Là. Tout est construit pour nous rendre fidèles. Donc, on est accro à ça un petit peu tout le monde, un peu comme le sucre a la propriété qui fait qu'on a le goût de remanger du sucre. C'est juste un fait, c'est correct, mais comme on a fait pour les aliments gras ou sucrés, au fil du temps, on a été de plus en plus conscient de ça, puis on a appris à pas couper tout le sucre puis tout le gras. En tout cas, moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais de plutôt apprendre à dire, ben, c'est pas parce que j'ai une boîte de biscuits dans l'armoire que je suis obligée de toute la manger tout de suite. T'sais, on peut apprendre à le faire de façon plus équilibrée, de façon raisonnable. Oui, je pense que ça va toujours demeurer un peu un élément de récompense, de dire, ben, j'ai une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, ben oui, je comprends que tu as un plaisir associé au fait de passer, des fois, nous autres, on appelle ça relaxer, là, parce que là, le cerveau part un peu à la dérive, puis on voit toutes sortes de choses, c'est pas trop demandant, il n'y a pas trop d'engagement, donc on est en mode relaxation, si on veut, même si je ne suis pas certaine que dans les faits, ça a réellement un pouvoir relaxant. Mais c'est correct, c'est juste de le voir comme quelque chose qui peut procurer un plaisir immédiat, mais qui n'est pas quelque chose forcément de très bon pour la santé quand on en abuse. C'est comme ça que je pense qu'il faut le voir. Une des choses qui est dite par les pédiatres et par plusieurs analystes aussi, c'est qui est fréquent, les psychologues aussi en parlent, on va manquer de psychologues si ça continue, mais c'est la difficulté à se concentrer. C'est une des conséquences importantes. On dit un monde numérique où le plaisir est grand, puis les efforts pas tant. Dans le fond, tu es soumis à... On bombarde de toutes sortes d'images, de toutes sortes de choses, plus ou moins importantes, plus ou moins nécessaires, mais il y a un côté addictif à ça. Puis il y a le côté, le fameux FMO, le Fear of Missing Out, dans le fond. Pendant que tu n'es pas là, c'est peut-être passé de quoi, ce qui fait que tu vas accepter les notifications. Mais moi, j'ai été chamboulé de voir la statistique disant qu'il y a l'ado moyen dans les pays développés, donc Amérique du Nord surtout, c'est en moyenne 237 notifications par jour. Moi, j'ai dit, ben voyons donc. C'est le pip-pip, le ping, la sonnerie là, qui t'indique qu'il y a quelque chose, puis, ou une notification qui apparaît sur ton téléphone qui fait une lumière. Mais c'est sûr que ça contribue, ça. Je présume, je ne suis pas un médecin, là, ça contribue à la difficulté de plus en plus grande à se concentrer. Puis ça, c'est vu dans les écoles, c'est mentionné par les professeurs. Fait que c'est un problème qui c'est certain. Qui est majeur. Bien, exemple, si, autant que quand il y a quelques, mettons, 10-20 ans, on avait quand même déjà des questionnements par rapport aux écrans, mais bon, dans le temps, c'était surtout la télévision, je pense, où à travers la télévision, écouter trop d'émissions, trop de films, ou peut-être faire trop de gaming, là, Nintendo, des affaires comme ça. Puis dans le fond, je me dis, à l'époque, on craignait déjà ça, puis moi, comme parent, j'essayais déjà d'appliquer ça, puis je me sentais bien mal si les enfants regardaient un film, puis là, peut-être un deuxième parce qu'il pleut aujourd'hui. Mais au bout du compte, de nos jours, les enfants d'aller écouter un film au complet là, pendant 1h30, 2 heures, puis de vraiment s'imprégner de l'histoire, puis d'y réfléchir, c'est difficile. Hein? C'est difficile pour plusieurs enfants. Moi, je sais que j'entends souvent que quand on parle du temps d'écran, les enfants vont dire non, mais là, ça compte pas pour du temps d'écran. Non. Oh non, j'ai juste écouté un film, mais je me suis forcée. Là, pour eux, le temps d'écran, c'est beaucoup. C'est des reels de 30 secondes. C'est des reels de 30 secondes, 40 secondes. Puis votre point est très bon, mais est-ce qu'ils sont capables de s'asseoir et écouter un film de 2h30? J'entends beaucoup de parents me dire que c'est de plus en plus difficile, puis que, comme je dis, c'est presque pas comptabilisé. Tu sais, si un enfant, tu lui dis, ben, tu as le droit à 2 heures de temps d'écran, puis là-dedans, il va avoir 1h30, on écoute un film. Les enfants vont dire, ben non, c'est pas juste. Non, c'est vraiment, tu sais, je trouve un peu avec les vidéos YouTube, les TikTok, il y a même un nom, là, je ne me rappelle plus, mais mes ados m'en ont parlé, mais c'est des vidéos qui sont faites pour te relaxer, là, de la glu qui coule avec des billes de couleur et des choses. Il y a un terme, là ma fille me dirait franchement... Non, on n'est pas obligé de tout savoir non plus. Mais bref, tu sais, je me dis, mais pourquoi relaxer de quoi? Il faut vraiment que ton cerveau soit en mode jello, en mode... c'est un peu ça,
ce besoin-là de se détendre complètement, d'avoir aucune attention soutenue. Moi, je trouve ça quand même un peu inquiétant que les jeunes aient besoin de ça, tu sais, parce qu'ils sont très jeunes, puis ça va être quoi après, tu sais, pour se relaxer, on va avoir besoin de quoi, tu sais, je dis, vous êtes jeune pour avoir besoin de vous relaxer le cerveau, il me semble. Un bon livre pourrait faire l'affaire, écouter une petite émission, un téléroman, un film, jouer justement au Yadi ou peu importe, un jeu de société en famille, ça aussi, c'est censé. Mais oui, vrai, c'est des choses qu'on a vécues, qu'on voudrait voir encore, qui sont pas impertinentes, pas du tout. Par contre, en compétition avec des reels de 40 secondes avec de la lumière puis des choses extravagantes. C'est un show permanent, dans le fond. Fait que c'est difficile de compétitionner. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est une des conséquences, peut-être, le fait de plus jouer puis de plus créer. Tu sais, je disais à la blague dans une chronique récemment, je disais, quand on était jeunes, nous autres, on prenait, mettons, un manche à balai, puis là, on disait à notre mère, ben là, je pars en fusée, puis elle disait, ah, c'est le fun. Elle disait, aujourd'hui, nos enfants, on dira pas ce qu'ils nous diraient, mais on passerait pour des malades mentaux. Ils diraient, voyons, c'est juste un manche à balai, là. Mais tu sais, nous, c'était, bon, je comprends que c'est plus jeune, mais il y avait ce plaisir-là, je dis pas qu'il y en a plus du tout, c'est pas ça le point. Mais quand on pense, dans l'étude de Age, je reviens à ça, que l'ado nord-américain, les gens de 20 ans et moins, passent entre 7 heures et 9 heures par jour sur les écrans. En moyenne, bon, il y a le travail, semble-t-il, les études là-dedans, mais ça fait beaucoup d'heures, puis ça amène, selon lui, un manque de sommeil flagrant chez les jeunes. Puis vous le savez, comme médecin, le système est fait pour se reposer pour vrai. Tu peux pas... Parce que quand il dit « je me couche », genre, on l'a vécu avec notre plus jeune, là, il se couche, mais la lumière est allumée. La lumière est allumée. Là, ça fait 2 heures qu'il est supposé dormir. Il dort pas, il est dans sa chambre, mais sur son cellulaire. Fait que, tu sais, on vit mais comme... Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on... Le cellulaire dans la chambre, ça, c'est un geste concret qu'on peut poser. Si... dans le fond, pas de cellulaire dans la chambre, passer 1 heure avant l'heure du coucher. Tu sais, c'est tout, fin de la discussion. Tu sais, c'est la lumière bleue, en partant, des appareils, n'est pas ça vient supprimer la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est purement biologique. Ça se bat contre le sommeil, dans le fond, cette lumière-là. C'est ça? Oui, sauf que là, je dis tout de suite, s'il y a des parents qui nous écoutent, nos ados sont très futés. Donc, quand on leur dit ça, ils ont dit oui, c'est parfait, je me suis acheté un filtre anti-lumière bleue. Ah, shit. Oui, c'est bien fait. Les réseaux sociaux sont pleins de trucs pour nos jeunes. Donc, oui, la lumière bleue, c'est un des arguments, mais au-delà de ça, la surstimulation, évidemment, de plein de vidéos, plein de choses quand même assez futile, mais ça demeure quand même des écrans, des couleurs. Donc, c'est sûr que d'être exposé, lumière bleue ou pas, puis là-dedans, ça dépend toujours sur quels réseaux sociaux, mais on a aussi toutes sortes de contacts très superficiels, mais quand même aussi angoissants là, avec autrui, que ce soit au niveau de la comparaison sociale. Je vois des vidéos où je me dis, mon Dieu, elle est bien belle, elle est bien bonne là-dedans, elle a l'air riche, ça a l'air le fun de sa vie, elle a plein d'amis, puis là, mon Dieu, mais je suis bien ordinaire, moi. Fait que, ça, en soi, c'est anxiogène. Ça peut, si on veut faire tourner le hamster un petit peu trop dans la tête avant de se coucher. Puis sinon, toute la rétroaction par les pairs là, qu'on a quand on fait des publications, puis les commentaires, puis les discussions en ligne qui se font par rapport à un sujet, des chicanes qui se font en ligne. Donc là, un peu ce que vous disiez, là, le fear of missing out, j'ai peur de rater quelque chose. Donc, évidemment, on ne se met pas dans des conditions de sommeil. Puis là, ça devient un beau cercle vicieux parce que si, soit qu'on dort pas assez parce qu'on passe de temps trop sur l'écran, ou parce qu'on a trop été stimulé avant, notre sommeil est de moins bonne qualité ou on a de la misère à s'endormir. Tout ça pour dire qu'au final, moins de sommeil de qualité. Et je ne sais pas pour les autres, mais de mon côté, quand je ne dors pas pendant 2-3 nuits, manque de temps de qualité, l'anxiété a tendance à refaire surface comme une des première émotion. Là, on voit notre filtre de ce qui se passe est un peu différent. On a tendance à devenir plus stressé, plus anxieux, plus colérique, irritable, moins d'attention. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux là, dans lequel il faut éviter de tomber. Puis les parents aussi, on a l'exemple du téléphone au dodo, l'exemple des écoles maintenant qui commencent. Il y a beaucoup. D'ailleurs, ce qui est intéressant de Hate, parce qu'on parle de cette étude-là, des résultats d'études, il y a quand même beaucoup de pistes de solutions. Puis des fois, on se dit, c'est la base, mais en même temps, ça va être dur à appliquer. Comme lui, il dit, c'est pas compliqué, les téléphones. Les écoles devraient exiger. Il y en a qui le font déjà, d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Mais quand tu arrives à l'école, il faut que tu laisses le téléphone dans une pochette. Tu peux pas le prendre jusqu'à la fin des classes. Il y a des écoles qui font autrement, c'est qu'ils disent, les professeurs, ils laissent ça aux professeurs, mais tu sais, finalement, le professeur est supposé instruire, pas éduquer puis passer son temps à faire de la discipline. Mais moi, j'ai des amis dans le milieu de l'éducation qui disent, c'est effrayant le temps qu'on passe à gérer
la non-performance ou encore les hormones des jeunes au lieu de faire des... Tu sais, ça fait partie du problème, ça aussi, là. Oui, puis ça, c'est sûr que je suis assez d'accord avec Jonathan Haidt là-dessus. C'est que, oui, il faut quand même encadrer, tu sais, juste la sensibilisation puis l'éducation, comme je le dis souvent, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Puis, si je l'applique à la consommation de sucre et de gras, si je l'applique à l'activité physique, s'il avait juste fallu dans la vie qu'on dise aux gens, vous devriez pas manger autant de sucre et de gras, vous devriez manger beaucoup plus de fruits et légumes et vous devriez faire plus d'activité physique. Si c'était suffisant pour que les gens changent leur comportement, ben il y aurait beaucoup moins d'enjeux de santé. Ben c'est ça. Puis moi j'aurais plus de job. Parce que je me dirais mon Dieu, c'était facile de même. J'ai donné une conférence à 50 personnes, puis les 50 sont partis. On se dit merci de l'information, je le savais pas. Maintenant que je le sais, je vais l'appliquer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr, il faut informer les gens, mais il faut aussi rendre les environnements facilitants. Il faut que dans le milieu de vie où notre jeune navigue, que ce soit à l'école, ça peut être les CPE plus jeunes, le milieu familial aussi, évidemment, le milieu même municipal, tu sais, si on a quelque chose qui est cohérent, qui annonce qu'il y a toutes sortes d'offres d'activités alternatives sans écran, ça peut être à la positive, là, mais il faut que tous les milieux se parlent pour qu'on s'assure d'être cohérent avec ce qu'on essaie d'éduquer aux jeunes, c'est-à-dire essaie de te reconnecter un peu plus au monde réel et un peu moins, essaie d'aller chercher un meilleur équilibre entre le numérique et le réel. Mais si, dans les méthodes pédagogiques, il faut être conscient de ça, là, en ce moment, les écoles, c'est très variable d'une école à l'autre, mais il y a quand même un plan numérique en éducation au Québec qui existe depuis quelques années, qui fait la promotion du numérique et qui encourage les milieux scolaires à être plus techno, puis à utiliser plus le numérique, puis ils soient vraiment comme, devenir des leaders numériques, puis on veut que nos jeunes acquièrent ces compétences-là. Donc, il y a plusieurs professeurs qui m'ont écrit récemment, me disaient, moi, je viens d'apprendre que finalement, c'était peut-être pas si bon que ça pour l'apprentissage. Tu sais, eux, s'étaient fait un peu inculquer que c'est bien, il faut devenir techno, il faut rajouter plus de numérique. Puis là, tranquillement, les études tendent à démontrer que la lecture... conséquences, il y a des graves conséquences, c'est ça qu'il faut se le dire. Là. On les voit, on les sait, ils sont maintenant scientifiquement compilés. Bien, puis les conséquences, là, on parle depuis tantôt de la santé mentale, mais moi, ce qui m'a jeté à terre, c'est quand je suis tombée sur toute une revue de plusieurs études qui a été faite par l'Institut national de santé publique en février 2024, là, c'est très récent, qui, eux, se sont intéressés sur le lien entre l'usage du numérique à l'école et l'apprentissage scolaire. Donc là, ils ne regardaient même pas la santé mentale. Puis même au niveau de l'apprentissage scolaire, si je résume en une phrase, le numérique n'a pas vraiment de valeur ajoutée de façon générale sur la cognition, la mémorisation, l'attention, l'apprentissage en général. Mais ça, c'est fou, là. On est en train de dire, finalement, si vous pensez le faire pour rendre vos élèves meilleurs, les études tendent à démontrer que c'est pas tant vrai. Tu sais, évidemment, il y a des figures d'exception. Tu sais, il peut y avoir un genre de petit programme. Mais c'est pas une panacée. Ça ne règle pas tout, là. Pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est important ça qu'on le sache. Ben oui, on peut le voir comme un outil. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. Plus j'en parle avec des spécialistes, plus ils disent, si vous le voyez comme quelque chose qui peut vous aider, genre de secrétaire de travaux que vous faites, de recherche, oui. Mais si vous pensez l'utiliser uniquement pour faire votre travail à votre place, on va arriver à une autre résultante. On va s'en reparler dans 10 ans, Mélissa, puis on va se dire, mais là, les gens sont plus capables de rien retenir parce que, dans le fond, c'est tout le temps l'Internet, on fait une recherche. On le voit nous-mêmes, là. On se dit qu'on pratique, tu sais, on cherche, mettons, vous êtes avec votre chum, Mélissa, vous dites, c'est qui jouait dans ce film-là? Puis là, première affaire qu'on fait, Google, Big Bang, on le sort. Puis, à la blague, je disais, moi, j'ai 7 frères et sœurs, puis je sais pas leur numéro de téléphone. Je sais leur nom, je pèse dessus, puis c'est ça. Fait que, tu sais, on sait qu'il y a des conséquences à ne moins utiliser notre cerveau, mais là, c'est parce qu'on additionne avec les jeunes d'aujourd'hui toutes les conséquences, puis on se dit, attends un peu, il faut vraiment s'arrêter un peu là-dessus. Pas crier, mais on a l'intelligence de savoir, donc il faut prendre acte de ça. Parce que être, entre autres, autre élément qui est intéressant, je trouve, et est repris par la Société canadienne de pédiatrie, qui plaide pour un retour aux jeux aventureux. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça correspond au fait que quand, vous l'avez dit tantôt, Mélissa, quand vous étiez jeune, vous partiez au parc, puis on allait jouer. Ils nous laissaient aller jouer au parc tout seul. Mais maintenant, tu vas au parc, tu as grand-papa, grand-maman, papa, maman, il y a 4 adultes, puis un enfant, puis des fois qui tombe. Puis on tient le fond de culotte pour pas qu'il tombe. Fait que finalement, on les surprotège d'une certaine façon. Puis d'autre part, avec le numérique, on a fermé les yeux, on s'est dit, ils ont du fun, puis c'est correct, puis ça faisait notre affaire, tant de prendre un petit verre de vin, on compte notre journée. La réalité, là, entre amis, c'est de ça qu'on se dit. Fait que finalement, la Société de pédiatrie dit, il faudrait ramener
la chance pour les jeunes de se péter la gueule. Ils le disent pas de même, mais ça revient à ça. Ah, ben, pas non, mal. Ils disent, quitte à ce que ça occasionne des blessures physiques. Mais vous l'avez vu, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je dis, ben voyons donc, on n'a jamais demandé la permission. Vous êtes pas aussi vieux que moi, mais pour faire des feux, pour se tirailler, pour faire une cabane dans le bois, pour aller sauter au-dessus d'une grange dans de la neige, tu sais, aller dans le quartier sans qu'il y ait un adulte à côté de nous. Puis eux autres, c'est quand même l'association des pédiatres qui a dit qu'il faudrait ramener un petit peu de créativité puis un peu de dangerosité relative. Vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord avec ça. Puis encore une fois, je me dis, est-ce que c'est pas le numérique qui a accéléré notre surprotection comme parents? Parce qu'au bout du compte, à quoi on pense? Pourquoi on fait ça? Ben, si mon jeune, je le laisse pas aller jouer dans le parc, puis que là, il va peut-être tomber du module, puis il va peut-être se fracturer le poignet. Là. Ouais. On donne cet exemple-là. Oui. Ben parce que j'ai vu des modèles de parents qui ont partagé ça, puis qui sont pointés du doigt, puis des médias, puis les réseaux sociaux, puis ça part en vrai. Ils vont passer à JE, ils vont... Mais c'est vrai, on est vraiment dans le jugement puis la polarisation comme société. Puis dès qu'il y a un petit écart, ben on cherche un coupable. Puis il y a quelque chose d'assez corrosif avec les réseaux sociaux qui amène à... C'est pas obligé d'être comme ça, mais moi je trouve que c'est l'angle que ça l'a pris. Puis encore une fois, envenimé un peu plus depuis la pandémie, mais c'était déjà là. Cette notion-là de on fait un scandale avec une histoire, un enfant qui est, oui, peut-être parti, puis qui s'est passé quelque chose, mais on parle pas des millions d'autres qui se sont qui épanouis à travers ça. Donc, oui, des histoires malheureuses, il va en avoir, mais tu sais, si on veut faire le décompte des histoires malheureuses, ben racontons aussi celles des enfants qui sont jamais sortis de chez eux et qui ont vécu le calvaire en passant leur journée devant leur écran. Ça aussi, il faut qu'on en parle parce que, tu sais, nos enfants ne seront jamais protégés de 100% de tout risque et à mon avis, on doit mesurer le fait qu'il y en a des risques, il y en a de grands risques aussi en ligne. On peut tomber sur des prédateurs, des intimidateurs, il y en a plein de risques et c'est caché. Il y avait un reportage, c'était à JE que j'ai trouvé fort intéressant, qui disait, dans le fond, nous on fait un peu la police du web et le web, les réseaux sociaux, l'intimidation et la violence qui se passe, c'est pareil comme si on avait des jeunes dans un coin de parc pas bien éclairé, puis personne voit ça. Là, tu sais, c'est ce genre de situation-là, un peu d'intimidation qu'on peut avoir dans notre enfance. Ben, c'était des petits secteurs un peu plus dangereux à certains moments de la journée, mais ça, c'est 24 heures sur 24, c'est invisible. Les adultes ne voient pas ça. Donc, on est techniquement plus à risque de subir la violence lorsqu'on passe du temps en ligne que lorsqu'on passe du temps dans un espace extérieur où habituellement il finit par avoir des passants, des témoins, puis où est-ce qu'habituellement on va se gêner un petit peu plus de dire tu devrais aller te pendre, le monde n'a pas besoin de gens comme toi. Tu comprends? Alors que ça, en ligne, on l'entend, on le voit quand même assez régulièrement. Mais je sais pas, moi j'ai été encouragé d'une certaine façon, ben, c'est relatif, mais quand on a vu les violences hors de la classe, dans les cours d'école, on a eu beaucoup de cas à Laval, Montréal, tout ça, mais j'ai été intéressé d'entendre des jeunes dire, puis ça, je me dis, OK, parfait, ils ont vu cet aspect-là, mais comment ça se fait que tous ceux qui sont autour ont leur téléphone puis ils filment, ils filment ça au lieu d'intervenir? Finalement, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, c'est la première question. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire tabasser. On peut-tu être 2, 3 puis tasser l'autre? Non, on filme. Fait que, tu sais, si ça interroge les jeunes, je me dis, il faut que ça interroge les parents aussi. Mais on se rend bien compte que la mise en scène de notre vie, il faut que ça arrête à un moment donné, là. Ah non, mais ça, ce genre de situation-là, c'est un classique, mais ça, c'est l'aberration humaine à son apogée. Là. Moi, je peux pas comprendre ça. Mais j'étais content d'entendre des jeunes le noter, dire ça n'a pas de bon sens. Parce que j'espère, comme parent, comme citoyen, il faut dire ça aussi, là. Ben, je veux dire, écoute, qu'une personne veuille garder une preuve, mais en même temps, la première chose, c'est porter assistance, aller chercher un adulte, c'est certain. Je me demande la motivation profonde de faire ça. Ça fait un bon TikTok, je vais avoir des likes. Un bon story, franchement. Non, mais je me dis là, ça, c'est, on perd vraiment de nos habiletés sociales quand on se dit, il se passe quelque chose dans le monde réel, il faut absolument que je le capte pour mon monde virtuel. Le monde virtuel devrait être au service du monde réel et non l'inverse, là, tu sais, franchement, là, c'est là qu'on voit qu'il y a une prédominance un peu instinctive, là, tu sais. Je pense qu'après coup, personne ne va trouver que c'est le bon réflexe à avoir, mais ça n'en dit long sur notre rapport avec le numérique. Est-ce que vous pensez que les jeunes, Mélissa, sont prêts à retrouver leur indépendance, une certaine autonomie? Je pense que oui. Mais j'espère, moi aussi. Il faut souhaiter ça, là.
C'est intéressant, récemment, il y a aussi la Direction de santé publique de Montréal qui a émis un genre d'études où ils ont suivi des jeunes de 2021 à 2023. Puis en gros, les grands utilisateurs d'écran, dans leur dernière étude, disaient être tannés des écrans. Donc, je pense pas que quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur un écran va trouver que sa vie est pleinement satisfaisante. Ils le reconnaissent là, qu'à cause de ça, ils ne bougent pas assez, ils ne voient pas assez de gens, ils n'ont pas assez d'autres loisirs, c'est pas assez diversifié. Encore une fois, je pense que pour aider ces gens-là, est-ce que c'est vraiment de couper le temps d'écran puis de trop être rigide, ou là, on a plus l'impression qu'on m'enlève quelque chose auquel je tiens, ou est-ce que c'est pas d'offrir des alternatives, puis tranquillement, par essai-erreur, par expérimentation positive, de dire, regarde, ton ami est venu faire des devoirs à la maison, c'était le fun, hein? Est-ce qu'on répète l'expérience? Hey, regarde, on est allé jouer au ballon spontanément dehors, c'était le fun, hein? Ben, on répète l'expérience. Donc, moi, je pense vraiment que d'y aller par une approche plus positive, puis offrir des alternatives sans écran, ni vu ni connu, tranquillement, l'ado va se recréer un cercle d'intérêt qui est hors virtuel, hors numérique. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on risque d'aller les chercher parce qu'eux-mêmes, une grande quantité reconnaissent que trop, c'est trop. Là. Trop, c'est comme, quand on dit trop, c'est comme passé, mais il y a peut-être un retour du balancier qui, si on regarde les strates de la société, les sphères sociales, communautaires, éventuellement, il y a une nouveauté, puis tout le monde se garage d'un côté, puis après ça, on revient dans le centre. On a poussé trop loin ou des choses qui ont été mises de côté, qui sont découvertes. Après ça, on revient à quelque chose de plus équilibré. Peut-être. Moi, en tout cas, il faut avoir cet espoir-là, parce que je me dis que une des variables les plus importantes dans ce qui se dit sur le temps d'écran et l'influence des réseaux sociaux, c'est les vraies rencontres. C'est curieux de dire ça, mais comme vous parlez en réel, c'est probablement ce qui manque le plus à nos jeunes d'aujourd'hui. Si on le voit de l'autre côté, au lieu de dire on va couper ton temps, on va couper ton iPad, on le ferme 2 heures, c'est une chose, mais il faut en même temps que stimuler l'intérêt de voir l'autre. Parce que, dans le fond, quand on regarde les relations virtuelles, je ne veux pas être plate, là, mais oui, c'est vrai, c'est prouvé, ça accentue le stress, l'anxiété par sa forme même. Donc, ça se passe devant le public tout le temps. Dans le fond, les jeunes, s'ils ne comprennent pas ça, il faut qu'ils comprennent que c'est mondial. Si on a évidemment, c'est mondial. On comprend que ça prend des choses très, très extravagantes pour que ça fasse le tour, mais rapidement, ça peut aller vite. Donc, on s'expose à une comparaison sociale, donc parce qu'il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de mondes, toutes sortes de gens qui peuvent te juger. On attend d'avoir une réponse. S'il n'y en a pas, on est déçu. Si on fait un message qu'on pense, nos amis ne répondent pas, on se dit qu'est-ce qui se passe? Es-tu en maudit après moi? Là, on présume plein de choses qui sont souvent fausses. Si on n'a pas la réponse, donc on peut capoter, parce que des jeunes le font. Donc, c'est plus théâtral tout ça. Puis en virtuel, ben l'autre affaire, c'est que dans la vraie vie, c'est pas de même que ça se passe, mais tu peux bloquer quelqu'un dans le virtuel. Mais dans la vraie vie, si tu as une chicane, Mélissa, il va falloir que tu parles. Il va falloir que tu parles le monde. Il n'y a aucune des interactions sociales qui se passent en ligne qui est normale. Ben, tu sais, je veux dire... C'est vrai. Tu es en apprentissage de comment de devenir un être social. Là. On s'entend, enfant, adolescent, tu es encore en apprentissage. En fait, tant qu'à moi, je le suis encore. Je suis en quarantaine. C'est le fun à apprendre. C'est le fun à apprendre. Mais là, apprendre avec... C'est bizarre, là, en ligne. Là. C'est complètement asynchrone. J'écris, l'autre peut me répondre quand elle veut. Après ça, j'écris, ça peut devenir... Tout ce que tu écris peut devenir public, qu'on le veuille ou non, avec des captures d'écran, des choses comme ça. Ça peut devenir, comme on dit, on perd le contrôle. C'est public, c'est accessible 24/7. C'est quantifiable. Tu sais, je m'excuse, mais dans une cour d'école, si tu dis quelque chose qui est plus ou moins populaire, là, bon... ça va passer. Tu vas juste... Ben, le monde va faire « Oh, malaisant un peu », puis au pire, ils vont en parler à la récré d'après, puis après ça va être fini. Mais là, les gens ont gardé des preuves, peuvent se le partager, ils peuvent avoir... Et cette sensation-là de ne pas avoir en personne en face de nous, on se sent un peu plus invincible. Donc, c'est complètement pas naturel comme type de relation. Encore une fois, je suis pas contre ça, mais si tu n'as même pas appris les rudiments de comment entrer en relation sociale dans la vraie vie, je pense pas que d'apprendre en ligne va t'aider à parfaire ça là, dans ton développement normal de l'enfant et de l'adolescence. Donc, tu sais, encore une fois, c'est un équilibre, tu sais, mais je pense pas que c'est là qu'on apprend à devenir des êtres sociaux. Non. En terminant sur être, parce qu'on s'est arrêté sur le livre, et d'ailleurs, il faut rappeler aux gens qu'en ligne, vous pouvez l'avoir, on peut acheter les livres, vous pouvez lire des résumés de son livre qui sont vraiment franchement intéressants. Là. Et le mot intéressant, à la puissance 10. Mais une des choses que moi, j'apprécie particulièrement comme parent, mais comme citoyen de journaliste de métier, c'est que souvent, on va critiquer, mais sans solution. Mais lui, il amène des solutions, puis il propose des idées qui peuvent être
premier niveau, mais qui nous semble porteuse. Entre autres, il dit ça prend un plan concerté. Si on veut vraiment changer des choses, puis modifier, puis améliorer les relations des jeunes, ça prend un plan gouvernement, entreprise, techno, les technos impliqués, les parents, les écoles, tout le monde. C'est pas simple, mais c'est la seule façon, selon lui, de faire un changement durable. Est-ce que vous pensez la même chose? Selon lui, selon moi, selon bien du monde, oui, c'est sûr. C'est pour ça que méfiez-vous toujours des solutions uniques. Le problème, il est extrêmement complexe. La solution ne peut qu'être complexe. Bon, c'est pas pour attaquer personne, mais tu sais, une solution unique de plus de cellulaire en classe. Si c'est juste ça, où on fait des ateliers dans une école là, pour les parents ou pour les enfants. Si c'est juste ça, mais que c'est pas accompagné de plein d'autres mesures, oui, à l'échelle de l'école, oui, à l'échelle des de quartier, après ça, dans la maison, sensibiliser les parents, être modèle de rôle. Puis après ça, oui, à l'échelle de la recherche, je pense qu'on a énormément de choses encore à mieux comprendre. Et ultimement, au niveau des géants du web, parce que là, au bout du compte, c'est comme si on fait la lutte au tabac sans s'attaquer à l'industrie du tabac, ce qui fait aucun sens. On leur donne tout le pouvoir de carrément manipuler le cerveau des jeunes, d'utiliser des stratégies qui sont, j'oserais dire, malveillantes, dans le sens que le but, c'est de les rendre fidèles à leur plateforme, en sachant très bien que cette fidélisation-là engendre toutes sortes d'impacts sur leur bien-être, leur santé mentale. Mais eux, c'est comme ça que c'est payant, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Donc, c'est un peu au même titre que l'industrie du tabac. Je m'excuse, oui, votre comparaison est parfaite. Parfait. Donc, si c'est ça, encore une fois, je ne veux pas comparer tabac et écran pour l'ensemble, parce que l'écran, on va vivre avec, puis le but, c'est pas de le bannir. Mais ceci étant dit, on doit travailler avec l'industrie. J'ai certaines réserves. Je ne sais pas à quel point l'industrie, elle est tellement puissante que probablement qu'on doit sortir la grosse artillerie, certaines législations, il faut utiliser nos pouvoirs gouvernementaux probablement plus à l'échelle fédérale. Il faudrait qu'il y ait une mise en commun du gouvernement, entre autres, probablement. Il faudrait que ça soit, mettons le Canada, les provinces plus le fédéral, tout le monde parle d'une même voix, ça serait plus fort, là, c'est sûr. Comme ils font en Europe. En Europe, l'Union européenne vient de vraiment entamer un dialogue assez costaud avec les géants du web. Je n'ai pas tous les détails, mais de dire, si vous ne vous conformez pas à nos exigences, on va faire baisser vos revenus, je pense, de 6 Je n'ai pas trop compris leur mécanique, mais ils sont vraiment en dialogue ou en combat. Mais oui, c'est une question d'argent, là, on s'entend. Donc, j'espère qu'on va emboîter le pas puis entreprendre des démarches. C'est des gros combats de longue haleine, mais je pense que c'est nécessaire. Ça ne peut pas être juste les géants qui s'enrichissent au détriment de l'appauvrissement de notre jeunesse. Parmi les moyens, je veux nommer ces trois-là, puis juste vous entendre là-dessus. Il parle de l'interdiction de cellulaire en classe. Pour lui, c'est un élément important parmi d'autres. Donc, un casier, puis on le donne au début, puis on le reprend en fin d'après-midi. Mais écoute, il y a d'autres organismes qui voient ça autrement, mais c'est une des propositions. L'autre, c'est de ramener, ça fait drôle de dire ça, ramener des cours de récréation partout, sans trop de supervision directe. Donc, on dit, laissez les jeunes être des jeunes, puis s'amuser, puis s'agacer, puis rire du gros. J'ai été gros quand j'étais jeune, je sais quoi. Non, mais je veux dire, c'était comme ça, là. On riait des disparités physiques, tout ça, mais après ça, on était entre amis pareil parce qu'on travaillait ensemble. Mais c'est de l'apprentissage. Des fois, tu te fais écœurer, puis là, tu apprends que socialement, il faut faire plus attention. C'est des apprentissages tout le temps, à mon avis. Et entre autres, le dernier, c'est que les parents redonnent de l'indépendance à leurs jeunes, comme eux autres même en ont eu étant jeunes. Ça, c'est intéressant de ramener ça aux parents. Faites comme on vous a fait avec vous. Faites confiance à vos jeunes. Laissez-les être des jeunes. Totalement. Non, je trouve que c'est une approche très positive. C'est dans les recommandations qu'il fait, c'est pas juste du prohibitif, c'est vraiment de se re-questionner sur notre rapport justement à la prise de risque, à l'environnement qu'on offre aux jeunes. Donc, je ne peux qu'être 200% d'accord avec lui. Là, j'ai trouvé très, très inspirant son texte. Alors, les gens qui voudront le voir, Jonathan Haidt, H-A-I-D-T sur le web sans aucun problème. Merci beaucoup pour vos lumières, Mélissa. Bien, ça me fait plus que plaisir, un bel échange. Oui, puis c'est le fun. On est à distance, mais on a une bonne qualité de son, donc on investit dans la technologie. Oui, comme quoi, des fois, la technologie, c'est quand même utile. Ça peut être bon. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine. Bonne journée.